En Asie du Sud-Est, la Birmanie est célébrée pour sa beauté légendaire. Le pays est traversé du nord au sud par le fleuve Irrawaddy. La plaine qui le borde regorge de paysages somptueux et de trésors architecturaux. Ses habitants ont conservé un mode de vie authentique. Depuis quelques années, la Birmanie attire des voyageurs venus du monde entier. Explorer la grande plaine de l'Irrawaddy, c'est aller à la découverte de quelques-unes des plus belles merveilles du monde. Il est 5 heures du matin. Le soleil n'est pas encore levé, mais une lumière douce inonde déjà la plaine de l'Irrawaddy. À perte de vue, des centaines de temples en briques rouges. Nous sommes à Bagan, l'un des sites archéologiques les plus impressionnants de la planète. Le lever de soleil est grandiose. Les temples émergent de la brume dans la lumière dorée. C'est un spectacle féerique. Au Moyen Âge, alors qu'en Europe on construit des cathédrales, les rois de Bagan érigent des temples et des stupas par milliers en l'honneur de Bouddha. Aujourd'hui, il n'en reste que 2230. À 6 heures du matin, les premières montgolfières prennent leur envol. Découvrir le site en ballon est une expérience unique qui séduit de plus en plus les touristes. Les montgolfières vont survoler la plaine pour un voyage inoubliable. Au XIe siècle, Bagan était la capitale d'un royaume puissant qui contrôlait toute la plaine de l'Irrawaddy. Son rival n'était autre que l'Empire Khmer au Cambodge et sa célèbre capitale, Angkor. À son apogée, la cité comptait 500 000 habitants. Elle abritait un immense palais et des centaines de milliers de maisons en bois. Pendant plus de 200 ans, la ville prospéra. Mais en 1287, Bagan tomba entre les mains des Mongols qui la ravagèrent. Les habitants abandonnèrent ses ruines. Seuls les temples de pierre et de briques ont résisté aux outrages du temps. Aujourd'hui, Bagan est l'un des sites les plus visités au monde. Il faut plusieurs jours pour en faire le tour et en découvrir les secrets. En Birmanie, le bouddhisme est la religion dominante, et au fil des siècles, l'endroit est devenu un centre spirituel important.
Des Birmans de toutes les provinces du pays viennent étudier, méditer et prier dans ces monastères réputés. Les fidèles adressent avec ferveur leurs prières au Bouddha. Lorsqu'elle a fini ses incantations, cette jeune birmane fait tourner les bols en argent afin que ses vœux soient exaucés. Le temple de Damayangi possède une architecture particulière. Il est unique en son genre car il ressemble à une pyramide égyptienne. C'est le plus massif des édifices de Bagan. Il a été construit au XIIe siècle par le roi Naratu. Celui-ci exigeait de ses ouvriers qu'ils polissent les briques pour qu'une fois posées sur le mur, il n'y ait aucun interstice entre elles. Un travail imparfait était passible de la peine de mort. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes Birmans viennent ici redécouvrir leur histoire. Le temple de Damayangi compte 4 entrées et chacune d'entre elles abrite un Bouddha. Celui de la porte est est remarquable, car sculpté dans un seul bloc de pierre. Mais le plus impressionnant, ce sont les fresques qui l'entourent. Elles sont parfaitement conservées depuis le XIe siècle. Il ne reste presque plus de fresques à Bagan. La plupart d'entre elles ont été détruites par le temps et les incendies. Les rares encore intactes sont presque toutes interdites au public. Mais en cherchant bien, loin des sentiers battus, on trouve des pagodes isolées qui abritent de véritables trésors. Ces personnages fantastiques, issus du panthéon bouddhique, ont été peints il y a presque 1000 ans. Cette fresque est dans un état exceptionnel. Elle représente Bouddha en train d'instruire ses disciples. Ces peintures délicates et pleines de réalisme sont l'un des joyaux des temples de Bagan. Le temple d'Ananda est le plus grand et le plus célèbre de Bagan. Il fut construit en 1105 par le roi Kyanzita. Son stupa, de type indien, culmine à 55 mètres. La flèche, recouverte d'or, est coiffée d'une ombrelle sertie de pierres précieuses. Très endommagé par un tremblement de terre en 1975, il a été depuis minutieusement restauré grâce à l'UNESCO. Mais si le temple d'Ananda est vénéré par les fidèles,
C'est parce qu'il possède 4 immenses Bouddhas mesurant chacun 9,50 m de haut. Il garde les entrées de la pagode. Seule la statue sud est d'origine. Ce Bouddha a plus de 900 ans. À ses pieds, 2 autres statues gardent l'autel. Ces idoles sont recouvertes d'or. À Bagan, les Birmans observent un rituel millénaire. Pour s'attirer les bonnes grâces du Bouddha, ils appliquent délicatement de très fines feuilles d'or pur sur les statues. Des millions d'entre elles, déposées à travers les siècles, ont entièrement remodelé le Bouddha et son visage. La journée s'achève. Nous nous rendons dans une pagode connue uniquement par des initiés. Elle offre un point de vue idéal pour admirer le coucher du soleil. Le spectacle est envoûtant. Nous quittons Bagan pour Mandalay, la 2e ville du pays. La route qui y mène traverse l'immense plaine de l'Irrawaddy. Son sol est sablonneux et fertile. C'est le grenier de la Birmanie. Rien ne semble avoir changé depuis des siècles. Les paysans sont pauvres. Ils labourent encore leurs rizières avec une charrue et des bœufs. Le long de la route, des familles exploitent les palmiers à sucre. Pour récolter la sève, il ne faut pas avoir le vertige. Tous les 2 jours, ce jeune homme monte tout en haut d'un arbre afin d'entailler une de ses branches. Ensuite, il place un petit panier dans lequel s'écoule le précieux liquide. La famille a installé un petit magasin pour vendre les friandises qu'elle fabrique. Des bonbons très appréciés des enfants. Dans le petit salon de thé, trône le portrait du héros national, le général Aung San. C'est le père d'Aung San Suu Kyi, la très populaire prix Nobel de la paix et véritable icône de la démocratie birmane. Les habitants voient en elle la promesse d'un futur prometteur. Toujours sur la route de Mandalay, nous traversons Meshtila, une petite ville qui possède un trésor, l'une des 3 dernières barges royales encore intactes.
Les rois birmans descendaient l'Irrawaddy sur ces embarcations en forme d'oiseaux géants, le mythique Karawek. De l'autre côté du pont, cette petite pagode semble flotter sur le lac. À 15 km au sud de Mandalay, voici le lac Tong Taman. Au petit matin, les barques glissent lentement sur l'eau calme. Les pirogues des pêcheurs passent sous l'une des structures les plus célèbres du pays. Le pont de Ubain, du nom de son constructeur, le maire de la ville à l'époque. C'est un endroit mythique pour les amoureux de la Birmanie. C'est le pont de Tek le plus long du monde. Il fait 1 km de sang et traverse le lac d'une berge à l'autre. Il a été construit en 1849. Emprunté quotidiennement par les écoliers, les moines, les commerçants, c'est un axe essentiel pour les habitants de la région. Un lieu de rencontre et d'échange. Certains l'utilisent même pour faire leurs exercices physiques. Pour découvrir le pont sur toute sa longueur, il faut emprunter une barque de pêcheurs. On peut ainsi s'approcher au plus près des habitants du lac. À la saison sèche, des îles se forment et les paysans installent de petites fermes saisonnières. Ils cultivent des rizières, car la boue et les algues du lac font un terreau très fertile. Aujourd'hui, de plus en plus de touristes visitent le pont Ubain, et celui-ci se dégrade lentement, car rien n'est encore fait pour le réparer et le préserver. Avant de partir, si vous avez un souhait à exaucer, la tradition veut que vous rendiez la liberté à une de ces chouettes. Un, deux, trois.
Yeah, I love it. Nous gagnons enfin Mandalay, l'ancienne capitale de la Birmanie. Au centre de la ville, et entouré de douves, voici le palais royal et la cité impériale. Depuis la tour de guet, on domine cette petite cité interdite qui forme un carré de 4 km de côté. Elle a été bâtie au XIXe siècle par Mindon, le dernier roi de Birmanie. On ne visite en fait qu'une réplique. En effet, la cité a été entièrement reconstruite après qu'un bombardement japonais l'ait totalement rasée pendant la Seconde Guerre mondiale. À l'entrée, le palais d'or abrite les trônes du roi Mindon et de sa femme, la reine Satyardavi. Le monarque était très populaire. Il modernisa le pays et résista contre l'envahisseur anglais. Devant les trônes sont exposés les objets usuels de la cour impériale. Des bols à offrandes en argent et en or. Mandalay est connu pour ses artisans qui travaillent le métal précieux. Une tradition ancestrale est toujours bien vivante. Ce savoir-faire est souvent une affaire de famille. Dans cet atelier, on transforme l'or pour en faire les célèbres feuilles utilisées par les pèlerins pour recouvrir les statues des Bouddhas. Un travail méticuleux qui demande une grande dextérité. Visite guidée de cette petite entreprise. Je vais vous expliquer comment on fabrique des feuilles d'or, étape par étape. Ceci est 32 grammes d'or pur à 24 carats. On l'aplatit pour obtenir ce ruban. Ensuite, on le découpe en 200 morceaux. On prépare alors deux sortes de papier, le papier fait avec du bambou et le papier fait en paille. Ils servent à emballer la feuille d'or. Ensuite, on fabrique un paquet comme celui-ci. Il est en cuir de daim. À l'intérieur, on a mis les 200 morceaux d'or pur. Il faut frapper les blocs pendant 5 heures pour obtenir des feuilles d'or d'une finesse extrême. Un travail harassant qui casse le dos des ouvriers. Cela devient comme ça, de plus en plus fin. Après avoir été battue durant 5 heures, la feuille s'affine à 3 microns d'épaisseur. À Mandalay, vous trouverez de nombreuses boutiques qui vendent l'artisanat local, des objets en laque noire recouverts d'or. Dans le quartier des sculpteurs, on trouve des dizaines de Bouddhas en marbre de toute taille et de toute forme. Ces artisans sont célèbres dans tout le pays pour leur habileté qu'ils se transmettent de génération en génération. Ces statues orneront les autels familiaux ou les tombes des défunts. Un travail délicat qui exige une grande minutie. Les femmes polissent le marbre et sculptent les derniers détails.
Ensuite, le Bouddha est décoré avec de la poudre d'or. Ce jeune homme applique une couche orange collante de la forme du dessin recherché. Ensuite, il étale la poudre d'or. Bien sûr, il est impératif de récupérer le précieux métal. Ces Bouddhas seront promenés, lors de cérémonies, sur des autels de laiton doré, accompagnés du karawek, l'oiseau mythique. Le port fluvial se situe à quelques kilomètres de la ville, sur l'Irrawaddy. C'est le fleuve nourricier de la Birmanie, une artère économique vitale. L'effervescence règne. Une armée d'ouvriers décharge d'immenses barges chargées de marchandises venues de Chine. La vie tourne autour du fleuve. Les habitants viennent y faire leur lessive, leur vaisselle et même se laver. L'Irrawaddy prend sa source dans l'Himalaya. Il coule sur plus de 2000 km pour se jeter dans la mer d'Andaman. Le fleuve est le principal axe de communication du pays, une véritable autoroute fluviale sillonnée par toutes sortes d'embarcations. Notre navigation, en amont de Mandalay, nous amène à la ville sacrée de Mingun. C'est là que se trouve le stupa de Patodaugi, une montagne de briques haute de 50 mètres. À l'origine, elle devait être 3 fois plus élevée et devenir la plus grande pagode du monde. Mais elle ne fut jamais terminée. En effet, le roi Bodo Paya, qui vécut au XVIIIe siècle, mourut avant la fin des travaux. Et son projet fou resta inachevé. En 1938, un tremblement de terre fit vaciller l'imposant édifice. Depuis, le temple de Patodaugi présente d'énormes fissures et les visiteurs doivent faire attention aux chutes de briques. Néanmoins, de nombreux pèlerins se rendent sur ce site sacré.
Pour visiter la ville de Mingun, vous pourrez emprunter un char à bœufs, typique de la région. Une jolie balade pour aller découvrir la plus grosse cloche du monde. Elle mesure 4 mètres de haut et pèse 90 tonnes. Sa circonférence est de 5 mètres et vous pouvez aisément vous tenir debout à l'intérieur. Dans la campagne environnante, voici la sublime pagode de Miai Teindan. Elle a été construite par le roi Bagidao en mémoire de sa femme, la princesse Shinbiyumi, morte en couche. La pagode fut achevée en 1816. Sa forme rappelle la montagne sacrée des bouddhistes, le mont Meru. Au sommet, un immense stupa d'une blancheur éclatante où sont creusées des centaines de niches qui abritent des bouddhas de marbre et des créatures fantastiques. Les terrasses offrent une vue imprenable sur le fleuve. En redescendant le fleuve en direction de Mandalay, nous croisons de nombreux bateaux de croisière. Une façon originale de découvrir la vie le long de l'Irrawaddy. Avec beaucoup de chance, vous apercevrez peut-être un dauphin de rivière, une espèce endémique. Notre voyage se poursuit vers l'est, dans les contreforts des montagnes du pays Shan, l'une des nombreuses minorités birmanes. Le pays compte près d'une centaine d'ethnies qui ont toutes conservé leur mode de vie. À 1000 mètres d'altitude, la montagne laisse place à de larges plateaux. Et soudain, apparaît le lac Inle. C'est le deuxième plus grand lac d'eau douce d'Asie du Sud-Est, après le Tonlé Sap au Cambodge. Situé à 884 mètres d'altitude, il a une superficie de 120 km². Les habitants n'ont rien changé à leur tradition. Les pêcheurs utilisent depuis toujours la même méthode qui consiste à frapper la surface de l'eau pour effrayer les poissons et les chasser vers leurs filets. Pour avoir les mains libres et poser les filets,
Ils pagayent avec leurs jambes, un style unique au monde qui les fait ressembler à des funambules. « 70 000 personnes vivent autour du lac. Ils appartiennent à l'ethnie Inta. À l'origine, ce peuple vivait dans le sud. Mais au XIIe siècle, le roi Alongsitu les déporta dans les montagnes Shan. Ils construisirent alors de magnifiques maisons sur pilotis. Chaque village est une véritable cité lacustre où la vie des habitants semble être restée immuable. Les Inta ont apprivoisé le lac avec ingéniosité. Aujourd'hui, ils sont fiers de montrer leur savoir-faire, héritage d'une longue tradition. Dès leur plus jeune âge, les femmes apprennent à tisser la soie et le fil de lotus, et chaque village possède son atelier. Les machines sont anciennes. La technique est restée la même depuis plus d'un siècle. Dans un autre bâtiment, des jeunes filles fabriquent les chirots, les fameux cigares birmans. Il ne leur faut que quelques secondes pour les confectionner. Ils seront ensuite vendus dans ce petit magasin. Sur la berge opposée, un groupe de stupas dresse leurs flèches dorées vers le ciel. Chacun d'entre eux contient des reliques du Bouddha. Retour sur le lac. Ces hommes ne sont pas des pêcheurs. Leur travail, très pénible, consiste à ramasser les algues qui se forment à la surface du lac. Elles constituent un excellent terreau. Ces algues sont ensuite assemblées en étroites bandes de terre cultivable.
Au prix d'efforts surhumains, elles sont acheminées le long des petits canaux pour former d'immenses jardins flottants. Les Inta cultivent principalement des tomates, des haricots et du riz. Ils se retrouvent tous les samedis dans cet immense marché pour vendre leurs récoltes. On y trouve aussi des piments, des cacahuètes et un thé très réputé. C'est l'occasion pour les différentes ethnies de se retrouver et d'échanger leurs marchandises. Car en plus des Inta, il y a les Pao, les Shan et les Kaya. Depuis que les touristes sont arrivés, le marché s'est agrandi. On y trouve quantité de souvenirs. Des statuettes et des ombrelles de très bonne qualité venues des provinces avoisinantes. Pour aller à la rencontre des habitants du lac, il suffit d'emprunter une de ces petites pirogues qui sont le seul moyen de transport local et de se perdre dans le labyrinthe des canaux. Pour finir ce périple en Birmanie, nous nous rendons dans un endroit extraordinaire, le mont Popa, où se trouve le monastère de Taong Kalat. Situé à 74 km à l'est de Bagan, l'édifice est perché à 1500 mètres d'altitude en haut d'un volcan. Pour parvenir au sommet, il faut monter les 777 marches d'un escalier qui grimpe à pic le long de la paroi. L'ascension se fait sous le regard des véritables propriétaires des lieux, les singes.
Ce sont des macaques, et pour eux l'endroit est une véritable aubaine. Ils sont à l'affût car ils savent que les pèlerins vont leur distribuer de la nourriture. Ces petits cônes en papier renferment leurs friandises préférées, des grains de maïs. Ils les dévorent le plus rapidement possible ou les stockent dans leurs bajoux. Depuis le sommet, la vue est à couper le souffle. Partout des monastères et des bouddhas géants. Car le mont Popa est l'un des endroits les plus sacrés du pays. Chaque birman se doit d'y faire un pèlerinage au moins une fois dans sa vie. Les familles se plient au rituel qui consiste à frapper 3 coups de gong pour signaler sa présence aux esprits de la montagne. Au monastère de Tang Kalat, entre 2 photos souvenirs, on vient se prosterner devant les bouddhas illuminés comme des sapins de Noël. Les pèlerins offrent des fruits et de l'argent. Mais cet endroit est surtout connu pour abriter des autels dédiés aux 37 esprits de la mythologie birmane, les Nats. Ils sont vénérés depuis la haute antiquité. Leur culte est antérieur au bouddhisme, arrivé en Birmanie il y a plus de 1300 ans. La plupart des Nats représentent des humains qui ont dédié leur vie à la méditation. D'après la croyance, ils assureraient le bonheur, la santé et la richesse. Aujourd'hui encore, ils sont vénérés par les Birmans qui viennent ici s'attirer leur protection en leur offrant de l'argent. C'est en admirant un magnifique coucher de soleil sur le mont Popa que se termine notre voyage en Birmanie.
Les paysages grandioses de la grande plaine de l'Irrawaddy sont comme une vision du paradis.